sommes le 18 juin 1940. Le général de Gaulle est seul. Seul face à lui-même. Seul face à sa conscience. Seul face à son destin qui se confond depuis toujours avec celui de la France. Seul devant le micro de la BBC où il s'apprête à prendre la parole pour haranguer les Français de l'autre côté de la Manche, à ne pas abandonner le combat, à ne pas se perdre dans la résignation et le désespoir. Mais combien le connaissent? Combien l'entendront? Il ne reste d'ailleurs aucune trace de ce premier discours sur les ondes, aucun enregistrement. La veille, le maréchal Pétain a annoncé au pays les conditions de l'armistice fixées par le régime nazi qu'il a accepté. La France a perdu. La France est défaite. La France est vaincue. C'est ainsi d'ailleurs que les Alliés la considéreront. Mais de vaincu, de défaite, de perdu, le général de Gaulle la relèvera et fera siéger 5 ans plus tard parmi les vainqueurs. Il est 18h lorsque le général de Gaulle, ayant obtenu de Churchill la possibilité de s'exprimer sur l'antenne britannique, captée en France, fait jaillir sa voix grave, solennelle, lucide, mais chargée d'espoir qui accompagnera désormais la flamme de la résistance dans les foyers français. Très peu l'ont entendu le jour même, quelques centaines, tout au plus. Très peu se sont rendus à son invitation à prendre contact avec lui. Mais une poignée d'hommes, dont certains n'avaient même pas 18 ans, ont rallié Londres dans la clandestinité. La France libre est née. La croix de Lorraine sera son étendard, qui écrasera la croix gammée. Bien plus tard, dans les années 1970, Cannes en fera un mémorial au père de la France libre. Une croix de Lorraine géante surplombe les jardins de la Roseraie. Elle supporte à sa base l'appel du 18 juin, commémoré sur place chaque année, et est accompagnée de 2 stèles, l'une traçant le V de la victoire, l'autre portant en médaille le portrait du général de Gaulle. Ce général qui n'a ni armes, ni armée, mais qui possède la mitraille des mots, au service d'une volonté qui le dépasse. Ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont suivi, vous diraient qu'ils n'ont fait que leur devoir. Mais à l'heure où tant d'autres faisaient des choix condamnables, comment ne pas trouver ce sens du devoir admirable? Comment ne pas se sentir petit devant tant de hauteur d'âme? L'appel du 18 juin 1940, s'il fut peu entendu dans sa version originale, a eu toutefois dans les jours et semaines qui l'ont suivi un impact considérable sur le moral des Français. Il appartient à ces grands moments qui font date dans l'histoire. De Gaulle a compris le premier que la guerre n'était pas finie et qu'elle serait mondiale. En exprimant son désaccord avec sa hiérarchie militaire et le pouvoir en place, il s'expose aux sanctions. Il sera jugé par contumace. Dégradé, c'est bien saisi, condamné à mort. Stratège, il voit la victoire possible en s'appuyant sur l'empire colonial et les alliés britanniques et américains. Il sera, parfois malgré eux, la voix de la France éternelle et s'imposera comme la seule légitime. Outre sa visée militaire, l'appel du 18 juin porte également en lui une dimension politique et géostratégique. De Gaulle a le verbe créateur et son discours préfigure l'esprit de la Ve République qu'il proposera au pays à son retour au pouvoir en 1958. Mais n'allons pas trop vite. Nous sommes encore en 1940 et il faut d'abord vaincre. Combien à Cannes ont suivi l'appel du général? Difficile à dire et à évaluer. Nous savons ceux qui, directement ou indirectement, inspirés par ces mots, souvent avec des sensibilités et opinions politiques divergentes, ont éprouvé un même courage face à l'occupant et au sinistre régime de la collaboration en résistant de l'intérieur dans des mouvements que Jean Moulin, dont le secrétaire Daniel Cordier s'est éteint en 2020 à Cannes, où il habitait, sera appelé à unifier. Des noms: Henri Bergia, Francis Tonnerre, Hélène Vagliano, Léon Noël, Jean Haddad Simon, Stéphane Vahagnan, Raymond Picaud et quelques autres entrés dans l'armée des ombres et dont les noms honorent avec le souvenir de leur glorieux mérite les rues de Cannes.
armes à la main, dans le renseignement, cachant d'autres résistants ou alliés, protégeant les Juifs pourchassés, ils forment le cortège de tous ceux qui ont dit non. Non à Hitler, non à Vichy, non au déshonneur et à la défaite, même et surtout quand tout semblait perdu. La flamme de la résistance ne s'est pas éteinte. Le général de Gaulle avait vu juste dès le début. Il a porté et entretenu durant 4 ans cette espérance de sa voix si singulière, tout en assumant les prérogatives militaires et politiques du gouvernement provisoire jusqu'à la victoire finale. Par 2 fois, le général de Gaulle viendra à Cannes. Sa signature est immortalisée sur le livre d'or de la ville. Ironie de l'histoire, son illustre interlocuteur britannique, Winston Churchill, y séjourna aussi, se plaisant à immortaliser le paysage de sa peinture. Avec ces 2 géants, Cannes a trouvé sa place. Elle ne peut qu'être libre.